suis né là-bas en Amérique, eh bien on m'a appelé comme ça parce qu'on me revendait à 175 $. C'est pas beau, c'est pas grand-chose. Et vous allez voir, avec les années, avec le temps, avec mon parcours, avec mes différentes rencontres, eh bien j'ai pris de la valeur. Et puis avec une rencontre toute particulière que j'ai faite ces dernières années, j'ai pris un autre type de valeur. Mais alors vous allez voir, je vais prendre mon temps, hein, je vais vous raconter ma vie. Je suis la Gibson 175. Alors voilà, moi je ne fais pas partie de votre peuple. Je suis à la base, je suis l'américaine, mais j'ai passé tellement de temps avec votre peuple, dans toutes les différentes ethnies, que je vous connais tellement bien qu'aujourd'hui, ben, je fais aussi partie, je suis aussi quelqu'un de chez vous. Alors donc j'ai été créé à la fin des années 50 aux États-Unis, et puis on m'a tout de suite expédié en France. J'ai été envoyé à Paris. J'ai été envoyé dans le 14e arrondissement de Paris, à la porte de Vanves. Et puis, pour ceux qui connaissent, au 156 rue Raymond-Losserand. Vous connaissez pas là? Au 156 rue Raymond-Losserand, là où il y a une grande communauté de votre peuple, des centaines de personnes à l'intérieur de Paris, comme ça, chez les gitanes de la porte de Vanves. J'ai atterri là en 1960. Et mon premier propriétaire, il s'appelait Jacquette Maillet. C'était un très bon musicien. Et puis quand j'ai atterri dans ce milieu-là, je connaissais rien. Moi, j'étais une américaine qui débarquait, vous comprenez bien. J'arrive à Paris, porte de Vanves, chez les gitanes. Et puis, j'ai tout de suite accroché. J'ai tout de suite adhéré, ça m'a tout de suite plu, je me suis senti comme chez moi. Et j'ai tout de suite aimé votre façon, votre sens de l'humour, votre façon de faire la fête. Et puis j'ai tout de suite aimé bien, votre façon si particulière de faire la musique. Et puis je me suis senti comme chez moi. C'était en 1900, les années 60. Alors c'était les voitures américaines, c'était Frank Sinatra, et puis le champagne qui coulait à flot, bien sûr. Et puis quand je jouais, bien à cette époque-là, les gens dansaient, ils dansaient le swing. Et puis avec mon premier propriétaire, là, on mettait le feu dans ces endroits-là. On était une ambiance. Et puis quelques années se sont passées, il ne m'a pas gardé longtemps. Il m'a revendu à son cousin, un autre gitane de la porte de Vanves, il s'appelait Néné Maillet. C'était un très bon musicien. Lorsqu'il m'a pris dans les mains pour la première fois, il a fait sortir des très jolis sons de moi. C'était très beau. Et puis, les années ont passé, il ne m'a pas gardé très très longtemps. En 66, il m'a revendu. Il m'a revendu à un jeune de 22 ans. Il démarrait sa carrière, voilà. Il avait 22 ans. Et j'ai connu à travers ce jeune-là une autre ethnie de votre peuple. J'ai découvert l'ethnie des Manouches. Et je suis tombé dans une famille, une très bonne famille. Et une famille de musiciens de père en fils. Et moi, de mon Amérique natale, là-bas, j'avais écouté parler de son père, ce jeune-là, le grand Django Reinhardt. Alors quel privilège pour moi, une Américaine, de débarquer à Paris et de tomber dans la famille du grand Django Reinhardt. Vous vous rendez compte un petit peu? C'était un grand privilège. Et j'ai atterri donc chez ce garçon, c'est devenu mon nouveau propriétaire en 1966, il s'appelait Babik. Et avec lui, on a construit une relation qui a duré presque 40 ans. C'est pas 2 jours, hein. Alors vous pouvez comprendre un peu l'intimité et la proximité qu'on avait ensemble. Et puis lorsqu'il m'a pris dans les mains pour la première fois et qu'il a joué sur moi, jamais personne m'avait fait sonner comme lui. Personne. Il sortait des sons, jamais personne m'avait fait sonner comme ça. On a fait qu'un ensemble. Et on a traversé toutes ces années ensemble. J'ai connu ces jours de gloire et j'ai connu aussi ces jours les plus sombres. Vous allez voir. Et puis voilà, ça c'était en 66. Et je me souviens en 68, j'ai inauguré avec mon propriétaire là, j'ai inauguré le premier festival de jazz Django Reinhardt de Samois-sur-Seine. À l'époque, c'était un petit événement. Aujourd'hui, c'est un événement connu dans le monde entier. Et bien moi, j'étais là. Moi, la Gibson 175, j'étais là en 68. C'est beau, hein? Et puis les années 60 ont passé. Tout passe, hein? Les années 60 ont passé. Et puis on est arrivé dans les années 70. Et puis, à un moment donné, dans les années 70, vous savez, moi, j'étais pas au milieu des manouches. C'était pas la guitare électrique, c'était pas la guitare, la Gibson américaine, c'était pas le règne de cette guitare-là. C'était un autre type de guitare. Et si vous verrez cet autre type de guitare, on appelle ça la guitare acoustique, on appelle ça même les guitares manouches aujourd'hui. Et vous voyez, à côté du chevalet, là, il y a 2 petits bouts de bois qui partent en pointe, comme ça. Et on appelle ça les moustaches. Vous vous rendez compte un petit peu, même leurs guitares, ils avaient des petites moustaches fines. Comment vous voulez que je lutte à côté, moi, une américaine? Vous voyez bien, ça n'allait pas, déjà. Alors il a fallu de la persévérance,
Puis ça tombait bien, voilà, mon propriétaire c'était un homme persévérant, un homme de caractère, il savait ce qu'il voulait. Et puis il avait une vision, il voulait jouer une autre musique. Il respectait l'ancienne, mais il avait voilà, un tempérament assez moderne. Et puis c'est pour ça qu'il m'avait pris. Alors, mais voilà, ça a été dur de se faire accepter au départ. Et même au départ, on était moqué, voire méprisé même. Et jusqu'à un moment dans les années 70 où il m'a mis de côté. Et il est rentré dans une toute autre carrière. Il est rentré dans une carrière dans le grand banditisme. Et là, ça lui a valu bien des années au fond d'une cellule de prison. Et comme je vous disais, j'ai connu ces jours de gloire où les gens l'applaudissaient dans les salles de concert. Et puis j'ai connu aussi ces jours les plus sombres, les jours de solitude, les jours d'angoisse au fond d'une cellule de prison. J'ai tout connu avec mon propriétaire. C'était un homme de vie qui croquait la vie. Et puis j'ai connu des choses, j'ai tout connu avec lui. Et puis les années 70 sont passées. Hein, les grandes pattes, et puis les pantalons pattes d'éléphant ont passé. Tout passe. Hein. Et puis on a avancé. Et puis dans les années 80, eh bien, mon propriétaire, avec l'âge, a mûri, peut-être, je ne sais pas, mais il a décidé d'arrêter un peu les bêtises et puis de me reprendre et de me retravailler davantage. Et puis là, à partir de ce moment-là, notre relation s'est consolidée. Et il a commencé à me retravailler. Et puis avec là, on a commencé une véritable carrière. Et puis le succès était au rendez-vous. Dans les années 80, je me rappelle des concerts à Madagascar, en Yougoslavie, en première partie du Grand Miles Davis, au Japon, au Canada, aux États-Unis, partout, dans le monde entier. Et là, c'était plus les bars de voyous un peu miteux de la banlieue parisienne. Non, là, c'était les grands hôtels de luxe. Ah, on était reçus avec les tapis rouges. Là, c'était les grands restaurants, c'était les grandes salles de spectacle. J'ai connu plein de choses avec mon propriétaire. Et puis les années ont passé, et puis notre relation s'est consolidée encore davantage dans les années 90, où il a composé des mélodies qui ont marqué toute une génération entière. Des gens ont pleuré en écoutant certaines de ces merveilleuses ballades, et d'autres ont dansé en écoutant en plus ces autres compositions. Mais en tout cas, il a marqué toute une génération. Et puis les années ont passé, et puis toujours, bien sûr, arrosé d'alcool. Toujours l'alcool qui coulait à flot. C'était notre vie à nous. C'était la vie, c'était notre vie, c'était dans les clubs de jazz, enfumés par la cigarette, avec l'alcool qui coulait à flot jusqu'au petit matin. C'était notre vie. C'était la vie du jazzman. Et puis un jour, parce que, voilà, je vous ai dit, mon propriétaire était un homme de vie, et puis un jour, il a tiré un peu trop fort sur la corde, il a abusé, et puis l'alcool et la cigarette ont eu raison de lui, et puis dans un mauvais jour de novembre 2001, mon propriétaire, avec lequel j'avais tissé des liens si forts, là, est mort. Il nous a quittés. Il a tiré trop fort sur la corde, et puis les musiciens qui sont là le savent, quand on tire trop fort sur la corde, à un moment donné, quand on abuse, eh bien la corde, elle casse. Et c'est ce qui est arrivé malheureusement. Et il y avait un jeune qui était là. Il était débutant, il savait